Alors, imaginez un instant. Un monde financier où tout, absolument tout, reposait sur un seul et unique chiffre. Une sorte de règle universelle. Aujourd'hui, on va décortiquer comment la crise de 2008 a fait voler cette illusion en éclats et comment ça a forcé tout le système à se réinventer de A à Z. C'est la grande question qui s'est posée en 2008. Et pour bien comprendre la réponse, il faut d'abord faire un petit retour en arrière pour voir sur quoi reposait le système financier d'avant la crise. Donc avant 2008, le monde de la finance vivait dans une apparente simplicité. Tout l'édifice des taux d'intérêt, tout cet immense château de cartes tenait sur un seul pilier, un seul chiffre de référence. Voyons un peu de quoi il s'agit. Ce pilier, c'était le fameux Libor. Il fallait voir ça comme le point de référence absolu, que ce soit pour des prêts immobiliers, des crédits à la consommation ou même les produits dérivés les plus complexes. C'était un peu le pouls du système financier mondial. L'idée était d'une simplicité redoutable. Le Libor servait de maître étalon universel. On l'utilisait pour deux choses à la fois. D'une part, pour estimer les paiements futurs, comme les intérêts sur un prêt, et d'autre part, pour calculer la valeur actuelle de ces mêmes paiements. Une seule et même courbe pour faire deux jobs très différents, prévoir le futur et valoriser le présent. Mais ce système, il avait un talon d'Achille. Une faille fondamentale, c'est que le Libor n'était pas basé sur des transactions réelles, des prêts qui avaient vraiment eu lieu. Non, il était basé sur ce que les banques déclaraient. Tout reposait sur cette croyance un peu aveugle que les grandes banques se feraient toujours confiance et ne pourraient jamais faire faillite. Et puis, 2008 est arrivé. La crise des subprimes a déferlé comme un véritable tsunami et elle a frappé en plein cœur les fondations du système. D'un seul coup, le risque qu'une grande banque s'effondre n'était plus une simple hypothèse d'école. C'était devenu une possibilité bien réelle. Les banques sont devenues incroyablement méfiantes les unes envers les autres. Et le marché, où elles se prêtent de l'argent, le moteur même du Libor, s'est tout simplement grippé. Alors, comment est-ce qu'on mesure cette peur qui paralyse tout ? Eh bien, les analystes se sont tournés vers un indicateur qui, du jour au lendemain, est devenu absolument crucial. L'écart, ce qu'on appelle le spread, entre le Libor et un autre taux. Et ce taux, c'est l'OIS. La grosse différence avec le Libor, c'est que l'OIS, lui, est basé sur des transactions bien réelles, des prêts au jour le jour, qui sont souvent garantis par les banques centrales. Du coup, on le considère comme une très très bonne approximation d'un taux sans risque. La distinction est vraiment essentielle. Le Libor, il inclut une prime de risque, en gros cette peur qu'une banque ne rembourse pas. L'OIS, lui, en est presque totalement dépourvu. Du coup, la différence entre les deux, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un véritable sismographe de la peur sur le marché. Avant la crise, quand tout allait bien et que la confiance régnait, cet écart était vraiment minime, presque invisible. On tournait autour de 0,10%. C'était le signe que le système ronronnait tranquillement. Et puis, en octobre 2008, au pic de la panique, l'écart a littéralement explosé pour atteindre ce chiffre, 364 points de base. Pour bien se rendre compte, ça fait 3,64%. C'est plus de 36 fois son niveau normal. Le système était en alerte rouge, en pleine crise cardiaque. Cette phrase résume parfaitement ce que ce chiffre voulait dire. Ce n'était pas juste un nombre abstrait, c'était la peur devenue quantifiable. C'était la preuve que le crédit, qui est un peu l'oxygène de l'économie, ne circulait plus du tout. C'était la fin d'une époque. L'idée d'une seule règle pour tout mesurer venait de mourir. Il était devenu évident qu'il fallait arrêter de tout mélanger et qu'il fallait séparer deux choses bien distinctes, le risque de crédit d'un côté et la simple valeur du temps de l'argent de l'autre. Face à ce chaos, le marché a dû réagir. Il a dû innover et construire une toute nouvelle plomberie financière, une plomberie plus solide, plus réaliste. C'est là qu'est né ce qu'on appelle le monde multicurbe. L'innovation majeure, ça a été de diviser le travail en deux. Pour l'actualisation, c'est-à-dire pour calculer aujourd'hui la valeur d'un paiement qu'on recevra dans le futur, on utilise maintenant l'OIS, le taux sans risque. Et pour prévoir la taille de ce paiement futur, qui, elle, dépend du risque, on continue d'utiliser des taux comme le Libor, qui justement intègre ce risque. C'est un changement de paradigme complet. On est passé d'un modèle où le Libor faisait tout à un modèle beaucoup plus clair où les rôles sont bien séparés. L'OS s'occupe de l'actualisation et toute une famille d'autres taux s'occupe de la prévision. Et c'est justement de là que vient ce nom, multicourbe. Au lieu d'avoir une seule grande courbe de taux pour tout, on en construit plusieurs. Une pour les prêts à 1 mois, une autre pour les prêts à 3 mois, une autre encore pour 6 mois, et ainsi de suite. Chacune reflète le risque spécifique de sa durée. Et ensuite, toutes ces courbes sont ramenées à leur valeur d'aujourd'hui grâce à une seule et même courbe de référence pour l'actualisation, la courbe OIS. Bon, mais alors la question qu'on peut se poser, c'est
Pourquoi est-ce que tout ça est encore important aujourd'hui? Quel est l'impact à long terme de cette petite révolution silencieuse? En fait, la réponse est assez simple. Ce nouveau système, même s'il est plus compliqué, il est surtout beaucoup plus honnête. Il force le marché à regarder le risque de crédit en face, à le reconnaître et à lui donner un prix, au lieu de faire comme s'il n'existait pas. C'est une transparence qui a été acquise dans la douleur. Et cet héritage, il est toujours bien vivant aujourd'hui. D'ailleurs, la fin programmée du Libor et son remplacement par de nouveaux taux comme le SOFR, c'est la suite logique de cette histoire. L'exigence numéro 1 pour ces nouveaux taux, c'est qu'ils soient basés sur des transactions réelles, observables. C'est la grande leçon de 2008. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que la crise de 2008 n'était pas juste une histoire de mauvais crédit immobilier. C'était avant tout une rupture de la confiance la plus élémentaire et ça a déclenché une refonte complète et durable de toute l'architecture financière mondiale. Le passage au monde multicourbe a permis de colmater les brèches de 2008. Mais la finance, elle, ne s'arrête jamais d'évoluer. La question qui reste en suspens est donc la suivante. Quelles sont les failles qui se cachent dans le système actuel et quel sera le prochain choc qui nous obligera, une fois de plus, à tout repenser ?